Au sommaire de ce journal, les opposants étaient en sit-in devant le palais de justice. Ces derniers exigent la libération de prisonniers politiques et la cessation des arrestations arbitraires. Le détail dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Son intervention était très attendue. Le président de la République, Félix Tshisekedi, sans surprise, a exigé des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur en RDC dans son discours ce mercredi 25 septembre 2024 à la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Extrait de son discours sélectionné par Blaise Fouzola. Groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Nous exigeons le retrait immédiat et inconditionnel des troupes rwandaises de notre territoire. Bien que les récentes initiatives diplomatiques telles que les pourparlers de Luanda soient encourageantes, elles ne doivent aucunement occulter l'urgence de cette action essentielle. Je ne saurais conclure sans rappeler qu'après plus de 3 décennies d'absence au Conseil de sécurité, la République démocratique du Congo se porte à nouveau candidate, soutenue par l'Union africaine et par la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, au poste de membre non permanent pour la période 2026-2027, lors des élections qui se tiendront à New York en juin 2025. La République démocratique du Congo a déjà occupé cette fonction entre 1982 et 1983, 1990 et 1991, période durant lesquelles elle a œuvré pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique et dans le monde. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité, participant à la revitalisation de la Charte des Nations Unies et contribuant. Et pour en parler, nous avons un intervenant sur ce plateau. Il s'agit de Don Momat, journaliste au sein de Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, madame. Don Momat, vous venez là de suivre le discours du chef de l'État. Quelles sont selon vous les grandes lignes à retenir? Alors, comme vous l'aviez dit dans votre annonce de cet extrait que nous venons de suivre, sans surprise, le chef de l'État a tout d'abord mis l'accent sur les sanctions ciblées contre le Rwanda pour, a-t-il dit, et on a suivi, son rôle, je parle du Rwanda, son rôle déstabilisateur et néfaste, puisque vous vous souviendrez que plusieurs rapports ont démontré que le M23 sont appuyés militairement par le Rwanda et ce sont des rapports des experts de l'ONU. Et donc, comme on s'attendait, le président a demandé des sanctions, a invité la communauté à sanctionner le Rwanda. Et par ricochet, le président a demandé, ce qu'il faut se retenir de ce discours, a demandé le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises du sol de la RDC. Et c'est là parallèlement au processus de Luanda qui est en cours. Autre chose que l'on peut retenir de ces discours du chef de l'État, c'est en quelque sorte même une campagne, au-delà de l'annonce qu'il a faite, c'est pratiquement, il a battu campagne pour la candidature de la RDC au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Et il est allé même plus loin en affirmant dans ses propos que voilà, la RDC bénéficie d'ores et déjà du soutien de l'Union africaine et de la SADC. Ça, ce sont les grandes lignes qui sont reprises déjà dans la presse congolaise et mondiale. Mais il y a également 2 autres points qui sont marquants dans le discours du chef de l'État. C'est qu'il a souligné l'importance de l'implication des jeunes dans la construction
d'une société inclusive et durable, parlant du monde, et il a aussi mis un accent particulier, ce qui se rapporte un peu aux deux premiers éléments que nous avons évoqués, ou au premier élément que nous avons évoqué avec en rapport avec le Rwanda, c'est que le président a mis également un accent particulier sur la traçabilité de matières premières. Dans mon mat, quel effet pourrait avoir ces discours quand on sait que, même dénoncé du haut de la tribune des Nations Unies, le Rwanda n'est pas dans l'obligation de répondre positivement aux attentes soulevées par Kinshasa? Oui, tout naturellement, hein, ce que vous dites est vrai. Lorsqu'on prononce un tel discours, tous les discours qui sont prononcés à la tribune des Nations Unies n'ont pas une force contraignante. Et donc, mais l'important, c'est que cette tribune des Nations Unies, en fait, offre une occasion de faire entendre sa voix sur la scène internationale. Et c'est là, de manière un peu plus concrète, ça vous permet, lorsque vous exprimez comme ça devant la tribune des Nations Unies, ça vous permet d'avoir une certaine visibilité mondiale, puisque c'est une plateforme où les leaders du monde entier s'expriment pour s'adresser là encore au monde entier. On a vu tous les leaders, que ce soit Yasser Arafat, Roosevelt, Kennedy, et j'en passe. Tous les grands leaders, Obama et j'en passe, tous les grands leaders se sont prononcés devant cette tribune. Autre chose que ça peut prononcer un discours au niveau de la tribune des Nations Unies, ça peut influencer, avoir une influence diplomatique. Hein, et cela signifie exactement qu'un discours peut au fait façonner les opinions et politiques internationales. Hein, c'est comme ça que souvent aussi les gens qui s'expriment ne s'arrêtent pas à plaider leur propre cause, ils plaident également des causes mondiales. Et effectivement, c'est la troisième raison pour laquelle il est important de saisir de telles occasions pour porter la voix de son pays, c'est que ça offre un soutien aux causes. C'est en pareille circonstance que l'on peut, comme je le disais tantôt, se prononcer en faveur des X ou Y causes, comme aujourd'hui avec les cas de l'environnement, les cas de la pollution, et j'en passe. Donc voilà un peu ce qui est important, et il faut savoir que certains discours ont pu effectivement influencer la cour de choses. Lorsqu'on fait référence à Nelson Mandela, par exemple, avec son discours de 1998 pour nous le Congolais, il avait parlé de la lutte contre l'apartheid et la question des droits humains. Tout de suite après son discours, il y a eu des politiques qui ont changé dans le monde entier et qui ont fait avancer les droits humains au travers le monde. On ne va pas évoquer ici tout le cas, mais on peut les citer comme ça très vite en les survolant. Tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de Roosevelt, j'ai évoqué le cas d'Obama, de Kennedy, ou encore même de Guterres, qui est le secrétaire des Nations Unies. Lorsque ces gens, à un certain moment, ont eu à prononcer certains discours, à porter certaines causes devant cette tribune, eh bien, tout de suite après, on a senti que les politiques ont évolué positivement selon qu'ils l'ont voulu. D'où l'importance, justement, de toujours savoir s'exprimer devant cette tribune, puisque ça peut effectivement avoir un impact positif sur le politique international. Donc, on peut garder espoir. Ben, je crois qu'aucun pays ne digérera être accusé tout le temps comme ça. Et donc, pour sauvegarder cette image positive que certains attribuent par exemple au Rwanda, je crois que d'une manière ou d'une autre, le pays de Paul Kagame sera contraint de revoir un tout petit peu sa politique, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les choses se produisent comme par baguette magique. Il y a du chemin à faire, les discours à eux seuls ne suffisent pas, il faut cette action diplomatique, déjà avec les processus de Luanda, et d'autres efforts qui doivent être conjugués conjointement pour parvenir à avoir ce que nous espérons comme attente. Merci Domomat pour votre intervention. On va poursuivre avec l'actualité. Un jour avant que le président congolais
ne monte à la tribune des Nations Unies. Son homologue angolais l'a précédé. Joao Lourenço a dans son discours annoncé avoir proposé un accord de paix entre les deux pays. Le médiateur désigné par l'Union africaine a fait cette annonce après la proposition d'un cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août dont les résultats sont relativement satisfaisants. Suivez ce récit de Fiston Oleko. La République de l'Angola, médiateur de l'Union africaine dans le conflit entre la RDC et le Rwanda, dans le cadre du processus de Luanda, met le bouchée double pour arriver à bout à l'insécurité dans l'est de la RDC par voie diplomatique. Après le cessez-le-feu convenu le 30 juillet en réunion ministérielle entre les deux pays dans la capitale angolaise et qui est entré en vigueur depuis le 4 août dernier, ce processus de Luanda envisage un accord de paix sur lequel Kinshasa et Kigali sont d'accord. Un sommet s'est organisé pour la signature de ce document, annonce le président Lourenço du haut de la 79e Assemblée générale des Nations unies. La République d'Angola a fait une proposition d'accord de paix en coopération avec la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Les dispositions de l'accord ont été examinées par les parties au niveau ministériel dans l'objectif de parvenir à un accord qui conduira à la tenue d'un sommet pour signer l'accord de paix définitif et pour permettre une reprise des relations entre la RDC et le Rwanda. Pour la RDC, le processus de Luanda est actuellement le seul cadre diplomatique où elle peut parler avec le Rwanda de la situation sécuritaire dans sa partie est. Pour cet accord de paix annoncé, le ministre des Relations extérieures angolais, Tete Antonio, était reçu à Kinshasa la semaine dernière par Félix Tshisekedi, porteur de message du président Lourenço. Ce dernier a aussi eu des échanges téléphoniques avec le président rwandais Paul Kagame quant à ce. La paix était également au centre de nombreux entretiens que le président congolais a eu avec certains de ses homologues et diverses personnalités politiques d'autres pays et organisations en marge de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Voici le condensé de ces rencontres avec Damani Mujinga. Le mardi 24 septembre à New York, aux États-Unis d'Amérique, Félix Tshisekedi a échangé avec le Premier ministre belge Alexander De Croo. Cette rencontre a permis de renforcer les relations bilatérales entre la RDC et la Belgique. Les deux dirigeants ont discuté des sujets d'intérêt commun, notamment la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC. Le président a également rencontré Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Lors de cet entretien, ils ont abordé les défis sécuritaires et humanitaires auxquels fait face l'Est du pays. Le président Tshisekedi et Antonio Guterres ont également évoqué l'évolution du processus de Luanda visant à établir une paix juste et durable dans la région des Grands Lacs. Le secrétaire général a réaffirmé le soutien des Nations Unies aux initiatives de paix régionales. Toujours à New York, Félix Tshisekedi a reçu le philanthrope américain Bill Gates à sa demande. Le principal sujet de cette rencontre a été l'évaluation de la situation sanitaire en RDC. Le ministre congolais de la Santé, présent lors de l'audience, a exprimé l'engagement de la fondation Bill et Melinda Gates à soutenir la vaccination de routine des enfants congolais contre la rougeole, la varicelle et l'mpox. Et particulièrement dans notre pays, la Fondation lutte pour éradiquer un certain nombre de maladies, notamment la poliomyélite. La deuxième chose, c'est que la vaccination de routine. Vous savez, les vaccins que les enfants reçoivent tous les jours. Là, on est en train de voir comment est-ce qu'on remonte le taux de vaccination de nos tout petits enfants et voir un peu comment aussi aider dans Mpox actuellement, parce que Mpox, vous savez, c'est cette épidémie qui est en cours. Mais il a aussi posé un problème qui est celui de l'éducation nationale, parce qu'il a demandé effectivement à Bill s'il était possible qu'on aide nos enfants à acquérir des tablettes pour que l'éducation nationale soit facilitée pour la majorité, pour les millions de nos enfants. À l'issue de cette rencontre, Bill Gates a exprimé le souhait d'étendre son soutien au secteur de l'agriculture en RDC et d'équiper les élèves congolais des tablettes connectées grâce à Starlink. En outre,
Le président Tshisekedi a eu des discussions avec plusieurs autres homologues, notamment ceux de la Pologne et de la Serbie, afin de renforcer les partenariats et aborder des enjeux régionaux et bilatéraux. Ces rencontres témoignent de l'engagement de la RDC à chercher des solutions durables aux défis auxquels elle est confrontée, tout en renforçant ses relations diplomatiques. De New York, rendons-nous sans transition en Ituri pour encore une fois parler de la paix. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié va continuer à appuyer l'administration de l'Ituri dans sa quête de paix. C'est le message de l'assistante du Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié qui séjourne à Bunia depuis l'après-midi de ce mardi 24 septembre 2024. Le détail dans ces reportages de la presse militaire de l'Ituri. Cette mission de l'assistante au Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié en Ituri s'inscrit dans le cadre d'apporter des solutions durables aux problèmes humanitaires. Aussitôt arrivé, cette hôte de marque a échangé avec les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni sur la situation des personnes déplacées, les retournés et les réfugiés sud-soudanais qui nécessitent pas seulement l'attention, mais aussi et surtout l'appui des organisations humanitaires internationales. J'ai tenu vraiment à venir visiter la province de l'Ituri pour voir pour moi-même, pour avoir une conversation avec son Excellence, Monsieur le gouverneur, et pour voir pour moi-même la situation des personnes déplacées ici, dans les sites, que je vais faire ce soir et demain aussi, pour parler avec eux, pour comprendre un peu leur situation aussi. On continuera à soutenir le gouvernement provincial ici, en ce qui concerne la protection, l'assistance et aussi les solutions durables pour les personnes déplacées. Ituri, terre d'espoir, au beau paysage où il fait beau vivre. Voilà ce qui a marqué en premier l'esprit de Madame Rouvandrini. Dès qu'on atterrit, ce qui m'a frappé en premier lieu, c'est vraiment le fait que c'est vraiment un paysage magnifique. Quand j'ai atterri depuis l'avion et je voyais le paysage complètement vert, et on a roulé dans les voitures, on a vu les choux qui poussaient au bord des rues et on s'est dit, voilà, c'est vraiment un pays fertile, un pays qui promet tellement. Et on ne constate pas tellement l'insécurité ici dans cette ville. On espère bien qu'avec notre collaboration, que les autorités locales puissent arriver à leurs objectifs, c'est-à-dire rétablir la paix ici dans cette belle province. Et bien sûr que tous les déplacés peuvent rentrer chez eux et vivre en paix, chacun l'un avec l'autre dans ces communautés. Disons-le, les innombrables efforts fournis par l'administration militaire pour imposer la paix et développer l'Ituri en cette période de l'état de siège devraient résonner constamment dans le cœur de la population iturienne en vue de barrer la route aux ennemis de la paix qui ne jurent que pour la déstabilisation de cette belle province, l'une des plus riches de la République démocratique du Congo. Retournons maintenant à Kinshasa pour parler du sit-in de l'opposition et des mouvements citoyens. Le parti politique de l'opposition et plusieurs mouvements citoyens congolais étaient ce mercredi 25 septembre devant le palais de justice à Kinshasa où ils ont déposé un mémorandum auprès du ministre de la Justice, Constant Mutamba, exigeant notamment la libération des détenus politiques ainsi que la cessation des arrestations arbitraire d'acteurs politiques et de membres de la société civile. Regardez. Les opposants congolais, en synergie avec plusieurs mouvements citoyens, ont pris d'assaut en fin de matinée ce mercredi 25 septembre les abords du palais de justice. Avec banderoles, calicots, chants et cris, le manifestant exigeait la libération des prisonniers politiques, dont Jean-Marc Abound, président du parti Alliance pour les changements, Mike Mukebai, Seth Kikouni et d'autres. Il réclamait également la fin des arrestations arbitraires et la cessation des violations de droits de l'homme. Nous sommes venus officiellement déposer un mémo, demander au ministre de la Justice, aux autorités de ce pays, d'arrêter de mettre de l'insécurité dans le pays, d'arrêter les acteurs politiques, de mettre la paix, d'installer la paix politique dans le pays. Le pouvoir veut parler avec les Congolais. Mais on ne peut pas au même moment chercher la réconciliation, chercher le dialogue en arrêtant les gens, en kidnappant les gens. Ça doit cesser.
D'autres participants appellent à poursuivre les auteurs des détournements des deniers publics plutôt que les acteurs politiques, membres de l'opposition. Depuis un certain temps, l'État congolais s'évertue à violer la constitution congolaise en arrêtant arbitrairement, abusivement les opposants politiques. Le cas du candidat président de la République, Seth Kikouni, qui est aujourd'hui en otage dans les géoles de l'ANER depuis plus de 3 semaines. Et nous plaidons aussi pour Jean-Marc Kabound, l'honorable Jean-Marc Kabound, qui est en prison à Makala et qui subit une injustice qui n'est pas à dénommer en République démocratique du Congo. Le sit-in s'est achevé par la lecture d'un mémo devant le ministre de la Justice, Constant Mutamba, dans lequel les opposants ont insisté sur la libération immédiate et inconditionnelle des détenus politiques ainsi que sur l'ouverture d'enquêtes sérieuses concernant l'assassinat des députés Cheriba Nkende et les événements tragiques survenus à Makala. Constant Mutamba, le ministre de la Justice, dit avoir réceptionné les mémos de l'opposition qui sera étudié et nous allons revenir vers vous, a-t-il promis assez haute. Et puis, Seth Kikouni et Jean-Marc Kabound sont quelques-unes des figures de l'opposition qui croupissent actuellement en prison. Quels sont les faits qui leur sont reprochés? Où en sont-ils avec leur dossier judiciaire? Dans Momat et Maryse Boleli nous rafraîchissent la mémoire en répondant à ces questions et à d'autres dans cet élément. En République démocratique du Congo, plusieurs opposants font face à la justice. Leur arrestation, procès, détention et même libération ont alimenté de nombreux débats, renforçant ou dégradant l'image de la justice. Parmi eux, 4 figures se distinguent particulièrement. Jean-Marc Kabound, ancien chef de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et vice-président de l'Assemblée nationale, a été arrêté le 9 août 2022 pour outrage au chef de l'État, offense aux institutions et propagation de faux bruits. Le 13 septembre 2023, la Cour de cassation l'a condamné à 7 ans de prison, une peine plus sévère que les 3 ans requises par le ministère public. Son arrestation a fait suite à sa critique de l'incompétence du gouvernement. Kabound est actuellement détenu à la prison de Makala à Kinshasa, sa peine étant définitive. Mike Mukebai, membre du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a été arrêté chez lui le 21 mai 2023 par des individus non identifiés. 2 jours plus tard, il a été jugé en procédure de flagrance. Son procès a révélé les conditions brutales de son arrestation. Mukebai est poursuivi pour menace d'attentat, propagation de faux bruits, imputation dommageable et offense au chef de l'État. Ses avocats contestent la validité de la procédure de l'inconstitutionnalité des accusations. Malgré ces arguments et la perte de son statut de député provincial, la Cour d'appel a maintenu sa compétence pour les juger, tandis qu'il croupit à Makala. Salomo Kalonda, également membre d'Ensemble, a obtenu une libération provisoire le 27 mars 2024 après son élection au Sénat. Arrêté le 30 mai 2023 à l'aéroport de Ndjili pour atteinte à la sûreté de l'État, il a d'abord été incarcéré à la prison militaire de Ndolo avant d'être transféré dans une structure sanitaire. 10 mois après son arrestation, sa libération a été accordée grâce à son statut de sénateur et les poursuites à son encontre ont été abandonnées. Enfin, Seth Kikouni, l'une des dernières figures de l'opposition encore en détention, a été arrêté le 2 septembre 2024 dans un lieu tenu secret avant d'être déféré 12 jours plus tard devant le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Il est accusé d'incitation à la désobéissance civile et propagation de faux bruits. Ancien candidat à la présidentielle, Kikouni a été arrêté sans que ses proches ne soient informés de ses conditions de détention pendant près de 12 jours. Face à cette situation, certains opposants au régime, comme Franck Diongo, se considérant en exil, ont récemment demandé au Conseil de droits de l'homme de ne pas accepter que la RDC devienne membre. Du côté du pouvoir, on estime que les statuts d'opposants ne n'épargnent pas une personne de poursuite judiciaire. Ceux qui sont devant la justice les sont pour avoir violé la loi, disent certains.
Parlons maintenant d'économie. Le département du travail des États-Unis d'Amérique a ajouté en ces débuts de semaine les colbates de la République démocratique du Congo sur la liste 2024 de biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. Mais pour quelles raisons? Que reproche-t-on à la RDC? De plus amples détails avec Dieudonné Gouanali. Dans une note d'information adressée cette semaine par Cobalt Institute au gouvernement de la République, dont une copie est parvenue à Géopolis Télévision, le département du travail des États-Unis a ajouté l'hétérogénéité de la RDC à sa liste 2024 des biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé, en tant que biens présentant un risque élevé d'être produits par le travail forcé. En effet, le cobalt congolais est l'un des 29 nouveaux produits ajoutés à la liste, qui comprend également les minerais de cuivre de la RDC et de la Zambie. Les produits contenant du cobalt comprennent des biens considérés par les départements du travail comme essentiels à la transition vers l'énergie verte, à l'informatique de pointe et à la sécurité nationale, tels que les véhicules électriques, les semi-conducteurs et les batteries, et sont également sujets à risque. Cette inclusion, selon le département d'État américain du travail, ne signifie pas nécessairement que ces minerais stratégiques seront automatiquement arrêtés aux frontières des États-Unis. Néanmoins, cela augmente la probabilité qu'ils fassent l'objet d'un examen plus approfondi de la part des autorités américaines en raison des interdictions d'importation. Depuis des années, la Chambre des mines avait tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'exploitation artisanale du cobalt et du cuivre. Et voilà, la sanction est tombée et elle risque d'avoir beaucoup de conséquences sur l'économie du pays si Kinshasa n'est pas en urgence des mesures qui s'imposent. Comme solution à la sanction, la RDC doit vite formaliser l'ASM et inclure impérativement le développement et le suivi des cadres et des normes transparents conformes aux principes fondamentaux des droits de l'homme et aux normes environnementales. Ceci doit être soutenu par des investissements dans des programmes hors site, y compris des efforts pour prévenir et remédier au travail des enfants. Il s'est dénoté que la RDC est le plus grand producteur minier d'Afrique et fournit plus de 70% du cobalt mondial, métal crucial pour les batteries utilisées dans l'électronique et les voitures électriques. Les pays, dont les 2 tiers des quelques 100 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté, dépendent fortement de son secteur minier. Le secteur minier, puisque c'est de lui qu'il s'agit, représente actuellement plus de 20% du produit intérieur brut du pays et constitue près d'un tiers de ses recettes. Sanctionner ces secteurs porteurs de croissance, c'est priver la RDC des moyens dont elle a grandement besoin pour sa reconstruction et développement. En sport, les Léopards Handball Senior Dames ont entamé un stage de 8 jours au Portugal depuis lundi 23 septembre dans le cadre de leur préparation pour la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations CAN de handball féminin. Cette compétition qui se déroulera du 27 novembre au 7 décembre à Kinshasa sera l'occasion pour les handballeuses congolaises de briller devant leur public. Les Congolaises n'ont pas attendu longtemps pour se mettre au travail après le tirage au sort. Dès le lundi 23 septembre, elles ont entamé un premier stage intensif au Portugal. Ces choix stratégiques visent à renforcer la cohésion de l'équipe et à peaufiner les tactiques en vue de la compétition continentale. Par ailleurs, 2 autres stages de préparation sont prévus. Le mois prochain, les Léopards se rendront en Tunisie pour un camp d'entraînement durant lequel elles disputeront un match amical face à l'équipe tunisienne. Enfin, elles achèveront leur préparation par un dernier stage bloqué à Kinshasa en novembre, quelques semaines avant le coup d'envoi de la CAN. Pour rappel, la RDC a été demi-finaliste lors de la CAN 2014 organisée en Algérie, où elle avait été éliminée par la Tunisie sur le score de 20-23. Depuis, les Léopards dames n'ont cessé de progresser et espèrent cette fois-ci non seulement franchir le cap des demi-finales, mais également soulever le prestigieux trophée continental.
Le groupe B, dans lequel évoluera la RDC, s'annonce particulièrement difficile, avec des équipes d'envergure comme l'Angola, l'une des meilleures sélections africaines, victorieuse à des multiples reprises de la compétition. Le Cameroun, la Guinée, la Tunisie et l'Ouganda sont également des adversaires redoutables. Quant au groupe A, il comprend des équipes telles que le Kenya, le Cap-Vert, l'Algérie, l'Égypte, le Congo et le Sénégal, de formation elle aussi désireuse de se hisser au sommet du handball féminin africain. En tant que pays organisateur, le Congo bénéficiera du soutien de son public, une force supplémentaire pour les Léopards dames qui espèrent marquer cette 26e édition de la CAN de leur empreinte. Kinshasa se prépare à accueillir 11 nations africaines pour une compétition qui s'annonce palpitante. Avec une préparation rigoureuse et des objectifs clairs, le Fauve se met en ordre de bataille pour cette CAN 2024, prête à faire vibrer la nation congolaise et à viser les sommets. Madame, Messieurs, l'actualité c'est aussi en dehors de la République démocratique du Congo. Ouvrons l'actualité internationale avec le Nigeria. Le pays de Bola Tinubu a décroché un soutien financier de la Chambre des commerces des États-Unis, une bouffée d'air pour ces secteurs en difficulté. L'objectif, dynamiser l'accès aux prêts hypothécaires, soutenir le PME et renforcer la transformation locale de noix de cajou. Le Nigeria a obtenu un soutien financier de 320 millions de dollars de la Chambre de commerce des États-Unis, a annoncé le vice-président nigérian Kashim Shettima le 24 septembre en marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies à New York. Cette aide devrait servir à renforcer le secteur de prêts hypothécaires, soutenir les petites et moyennes entreprises et promouvoir la transformation des noix de cajou. Selon Shettima, 200 millions de dollars seront affectés au financement et au refinancement des prêts hypothécaires pour faciliter l'accès à la propriété et améliorer les conditions de crédit pour les Nigérians. Le Nigeria fait face à un déficit massif dans le secteur des prêts hypothécaires, avec des besoins de financement estimés entre 15 et 20 trillions de naira, environ 40 à 53 milliards de dollars, pour combler le manque de logements dans le pays. En 2023, le déficit de logement est estimé à 28 millions d'unités, en nette augmentation depuis les 7 millions enregistrés en 1991, soit une hausse de 300% en 3 décennies. Le système de prêts hypothécaires dans le pays est particulièrement contraignant avec des taux d'intérêt très élevés, souvent proches des 25%, ce qui dissuade une grande partie de la population de recourir à ce type de financement. Actuellement, moins de 10% des logements sont achetés via des prêts hypothécaires. Par ailleurs, 100 millions de dollars du financement américain seront alloués aux PME, avec une attention particulière pour l'autonomisation des femmes entrepreneurs qui sont à la tête de 40% des PME au Nigeria. Ce financement entend revitaliser les PME qui représentent 90% des entreprises du pays et contribuent à près de 50% du produit intérieur brut ainsi qu'à plus de 80% des emplois formels selon les données du National Bureau of Statistics et PwC. Selon la Banque mondiale, le déficit de financement pour ces entreprises est estimé à 158,1 milliards de dollars, ce qui constitue le deuxième plus grand écart de financement pour les PME dans le monde après celui du Brésil. Le reste de fonds sera investi dans la transformation des noix de cajou via la société singapourienne Robuste International dans le but d'améliorer la chaîne de valeur de cette filière agricole alors qu'actuellement moins de 10% de noix de cajou sont transformées localement. Place à présent à la revue de presse.
Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Commençons avec le président Félix Tshisekedi qui a pris la parole ce mercredi 25 septembre 2024 à la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Son discours, très attendu, a abordé des sujets cruciaux tels que l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac. Selon Info 27, cette intervention a été une occasion pour le président de la République de réaffirmer l'engagement de la RDC en faveur d'un multilatéralisme fort et efficace, tout en plaidant pour le respect de son intégrité territoriale face aux agressions extérieures, notamment celle du Rwanda. Dans la même lignée, la Prospérité souligne que faire de la RDC un membre du Conseil des droits de l'homme et un membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU serait une démarche stratégique pour faire entendre la voix du pays face à la guerre imposée par ses voisins depuis 3 décennies, causant des millions de morts et de déplacés. La consoeur met en garde contre certains acteurs politiques et sociaux congolais qui pourraient entraver ses ambitions. En parallèle, alors qu'une importante délégation de la RDC se trouve aux États-Unis, Géopolis Hebdo annonce un coup de tonnerre. L'administration américaine a sanctionné la filière congolaise du cobalt. En effet, le département du travail des États-Unis a ajouté le cobalt de la RDC à sa liste 2024 des biens produits par le travail des enfants ou le travail forcé. Cette décision, rapportée dans une note d'information du Cobalt Institute, souligne le risque associé à la production de ces minerais, exacerbant ainsi les défis auxquels la RDC doit faire face sur la scène internationale. Revenons à Kinshasa avec EcoNews. À l'appel de l'opposition regroupée au sein du cadre des concertations des forces politiques et sociales, un sit-in a été organisé ce mercredi 25 septembre sur la place des Évolués. Cette mobilisation vise à dire non à l'injustice et à l'oppression, un message qui résonne profondément au sein d'une population en quête de justice. Le sénateur Salomo Idi Kalonda a également exprimé son soutien sur Twitter, évoquant son expérience douloureuse derrière le barreau. Il a déclaré « Pour avoir vécu l'expérience de la prison, je ne la souhaite à personne. En tant que responsable politique, citoyen et être humain, je soutiens toute action pacifique appelant à la libération des prisonniers d'opinion, insistant sur la nécessité de se préoccuper des familles des incarcérés. » Pour conclure, Africa News rapporte un communiqué du ministre provincial de Kinshasa, Bob Amiso, interdisant la circulation de poids lourds sur la voie publique pendant les heures de pointe, à savoir entre 6h et 10h du matin et entre 15h et 21h. Cette décision vise à combattre les embouteillages, notamment causés par les camions de gros tonnage. Le ministre a précisé que tout contrevenant s'expose à des sanctions. Voilà qui clôt cette revue de presse. Merci de votre attention et à la prochaine. Ce journal est terminé. Je vous rappelle le titre. Vous avez suivi dans ce journal, les opposants congolais étaient en sit-in ce mercredi devant le palais de justice. Ces derniers exigent la libération de prisonniers politiques et la cessation des arrestations arbitraires. Et c'est tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.